Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc les personnes arrivent, je dirais au fil de l'eau. Peut-être qu'on peut partager le Je suis en support, je sais pas. train, Sylvie. Ouais. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Ça arrive à grands pas, donc j'accepte les personnes dans la salle d'attente. On va prendre 2-3 minutes pour le faire. Bon, bah écoutez, moi je vous propose de commencer. Donc déjà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation du réseau relié, à la fois en tant qu'intervenant et en tant que participant. Voilà, c'est un autre rendez-vous mensuel, le premier mardi de chaque mois, qu'on essaye de tenir régulièrement. Et il nous a paru, je dirais, intéressant au cours de ce rétexte du mois de novembre, de coupler ça avec le mois de l'innovation publique et sous la tutelle de la DITP. On avait envie vraiment d'aborder cette thématique innovation publique et de disposer, je dirais, de la part de nos intervenants, de disposer d'un regard croisé à travers les 3 fonctions publiques qui sont représentées aujourd'hui. Voilà, donc ça nous paraissait intéressant. C'est pour ça on s'est greffé sur le programme du mois de l'innovation publique. Donc l'événement d'aujourd'hui, le Retex relié n'est pas limité aux membres du réseau, mais aussi ouvert, je dirais, à l'extérieur. Donc peut-être en 1 ou 2 minutes, vous présenter le réseau relié, hein, qui est un réseau qui est purement dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. Voilà, et notre thématique de prédilection est vraiment le pilotage des établissements à travers 3-4 périmètres phares, je dirais, tout ce qui peut être cette dynamique de démarche qualité et d'amélioration, et également tout ce qui est la notion de risque, hein, de pilotage et de gestion des risques, mais tout ce qui est aussi le périmètre de l'auto-évaluation et de l'évaluation, et également tout ce qui est la dimension performance avec le pilotage à travers les tableaux de bord, les indicateurs. Voilà, donc pour ces thématiques de prédilection, on essaye d'avoir au sein de notre offre de services, je dirais, des événements qui soient conjoints, que ça soit des rétex mensuels, que ça soit des ateliers que l'on anime de temps en temps, ou aussi des conférences. Et puis bien sûr, on travaille aussi au sein du réseau relié. On est quelques formateurs à l'AMU, l'agence de mutualisation des universités, à former les personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur ces thématiques. Voilà pour vous dresser, entre guillemets, le portrait du réseau relié, qui a une dizaine d'années d'existence, qui comporte à peu près 600 membres, et on a bien sûr un site internet, une page LinkedIn. Voilà, on vous enverra tout ça si vous voulez après le Retex. Alors aujourd'hui, écoutez, on a 3 intervenants pour échanger ensemble. Donc on va laisser chaque intervenant se présenter, et entre chaque intervention, il y aura un temps d'échange questions-réponses avec les participants. Donc on accueille tout d'abord Monsieur Lebert, qui est directeur opérationnel des parcours et de la qualité à l'hôpital national des 15-20. On a Bonjour. également, oui, je vous laisse le temps de saluer les participants. On a également Madame El Gamadi, qui est directrice de projet innovation et transition au l'Absolu, un laboratoire d'innovation et de transformation à la région Pays de Loire. Et on accueille également le laboratoire Sirius Deep Change Lab de l'Université de Lorraine. Et c'est Monsieur Secaille et Madame Rajou, voilà, qui sont tous les deux designers. Enfin, Monsieur Secaille est designer de services et de politique publique, et Madame Rajou est chargée d'études qualité, innovation et transformation publique.
Donc, pour aborder cette thématique avec ce regard croisé à travers les 3 fonctions publiques, eh ben, on va donner la parole à monsieur Lebert, de l'hôpital national des 15-20. Donc je vous laisse, ouvrir ce rétex, monsieur Lebert. Oui, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Yannick Lebert, donc moi je suis donc directeur opérationnel des parcours et de la qualité, des parcours patients. Cette direction, elle s'intègre au sein d'un pôle qui a été créé au moment de mon recrutement et de celui de ma N+1, Élodie Lagarde. Ce pôle est intitulé Pôle transformation des parcours et du numérique. Donc, ce pôle, il comprend la direction opérationnelle des parcours et de la qualité, associée à la direction des systèmes d'info, ce qui est assez original et plutôt pertinent en termes de volonté de transformer les parcours patients au sein d'un établissement public qui a été longtemps un petit peu endormi et qui avait où on avait une nécessité de transformer complètement l'organisation des parcours patients. Bon, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique pour un directeur de la fonction publique. J'ai été soignant, infirmier, et puis j'ai évolué sur des postes toujours sur la performance des organisations et la qualité au sein d'un établissement privé non lucratif parisien avant de rejoindre l'hôpital des 15-20 il y a 2 ans avec la constitution d'une toute nouvelle équipe de direction. Donc voilà, l'hôpital des 15-20, c'est une institution qui a plus de 800 ans, qui avait été créée par le roi Saint-Louis. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique de l'hôpital des 15-20, mais c'est une longue histoire. C'est un établissement hospitalier public complètement dédié à une spécialité qui est l'ophtalmologie. À l'origine, c'était aussi, et ça continue à l'être, un établissement qui accueille aussi les personnes malvoyantes et aveugles. Donc, il y a une résidence pour ces personnes-là et qui, au fil des siècles, est devenu un hôpital et un hôpital de pointe hyper spécialisé dans les pathologies ophtalmologiques, qui est doté aussi maintenant d'un institut de recherche, d'un IHU, un institut hospitalo-universitaire, et donc qui permet d'obtenir un écosystème assez intéressant avec d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre côté la recherche clinique et les soins. Voilà, donc c'est un hôpital qui, de par sa spécialité, accueille des volumes de patients qui sont assez importants. On fait plus de 20 000 interventions ophtalmologiques par an et on a des volumes de consultations de plusieurs centaines de milliers de patients qui passent dans nos murs chaque année. Donc tout ça oblige et implique une réflexion sur la performance et l'optimisation des parcours patients, mais également sur la qualité des parcours, la qualité des soins, la sécurité des soins. Et donc, d'où la création de cette direction opérationnelle des parcours et de la qualité que je pilote au sein de cet établissement. Donc, dans cette direction, on a une entité qui est complètement dédiée à la démarche qualité et qui est constitutive de tout hôpital. Donc, ça, c'est très cadré, très réglementé par la Haute Autorité de Santé. Et la démarche qualité, elle est bien bordée dans un hôpital. Donc, on a une équipe qualité avec 2 ingénieurs qualité et une personne dédiée également à tous les sujets patientèle, donc réclamation des patients, par exemple. J'y reviendrai pour vous expliquer ce qu'on a fait un petit peu sur ce sujet. J'ai un retour de micro. Ah, ça a l'air de s'être réglé. Excusez-moi. Et puis, on y a associé donc à ce service qualité et patientèle une entité complètement dédiée à la transformation des parcours patients avec un chef de projet parcours et
plusieurs autres ressources de l'hôpital qu'on a intégrées au pôle. La responsable des secrétariats médicaux, par exemple, ou une autre personne qui est en charge des schémas médicaux et des plannings. Alors, je ne sais pas si ma caméra fonctionne. Non, pour le moment, on ne vous voit pas, Monsieur Lebert. Alors, parce que moi, je me vois dans l'outil. Est-ce que là, vous me voyez? Toujours pas. Ah, c'est dommage, vous perdez quelque chose. Alors, non, pour moi, dans l'outil, bah, déjà, je me vois affiché dans les vignettes et la caméra semble activée. Donc, on peut désactiver. Autre option. Vous m'entendez en tout cas, hein? Oui, oui, très bien. Bah, allez-y, c'est pas gênant, on Bon. va continuer comme ça. Oui, je ne veux pas trop retarder le programme. Donc, pourquoi on m'a demandé d'intervenir et pour reprendre le fil, donc moi je suis arrivé il y a 2 ans, donc c'était la création d'une nouvelle équipe de direction avec la volonté une équipe de direction qui s'est constituée après une crise de gouvernance qui avait un petit peu duré à l'hôpital des 15-20. Et à l'occasion de l'arrivée de cette nouvelle équipe et du nouveau directeur général, Nicolas Péju, donc on a repris d'abord l'écriture d'un nouveau projet d'établissement qui est une obligation pour tout établissement de santé et dans lequel ont été affichées 7 grandes ambitions, dont une ambition importante d'amélioration de la qualité et de la sécurité des parcours patients et qui comprenait ces 2 dimensions, d'un côté qualité et sécurité des soins et de l'autre côté transformation complète des parcours et du numérique. Et dans le cadre de ce projet d'établissement et de ce projet autour de la qualité et de l'amélioration des parcours, bien entendu, il y avait tous les sujets habituels qu'on retrouve à l'hôpital, de finalisation du virage ambulatoire dans notre hôpital qui était déjà bien avancé sur ce sujet. Mais il y avait également un point important, un axe important autour de la place du patient et de l'expérience du patient au sein de l'hôpital, qui est un axe majeur d'amélioration selon nous. Et donc, on a commencé à structurer un certain nombre de projets constitutifs de cette volonté d'inclure l'expérience des patients dans la démarche qualité. Ce que je dois dire aussi, c'est que donc moi, je suis arrivé en septembre 2021 et c'était à la veille d'une certification. Les établissements de santé doivent être certifiés par la Haute Autorité de Santé tous les 4 ans. Et donc, on était à 8 mois de la nouvelle certification de l'établissement. Donc, ça implique énormément de travail avec l'ensemble des équipes de l'hôpital pour passer cette certification qui est une espèce d'examen de grand oral où des experts de la Haute Autorité de Santé viennent visiter l'établissement et vérifier que toutes les procédures de sécurité de prise en charge des patients sont mises en place, si je synthétise et si je résume. Donc, l'établissement a passé cette certification avec succès, a été certifié et a été salué sur la qualité de sa démarche qualité au sens large. On n'a eu aucun écart qui a été identifié par les experts de la HAS. Quelques pistes d'amélioration, notamment sur notre système d'information, mais ce sont des sujets qui sont en cours. Ce qui a été salué aussi, c'est ce qu'on avait commencé à mettre en place sur le plan justement de l'intégration de l'expérience des patients et de l'engagement des patients dans notre démarche qualité. Et c'est ce qu'on a essayé de poursuivre depuis. Et donc cela, ça passait par plusieurs projets emblématiques qui sont aujourd'hui mis en place 2 ans après. Le premier projet emblématique, c'est celui de mettre en place des patients partenaires.
Donc, dans tout hôpital, on a des représentants des usagers. Ça, c'est une obligation également. Ils sont nommés par l'ARS. Ils sont issus d'associations de patients. Et globalement, ces représentants des usagers, ils siègent dans les instances de l'hôpital. Et ils sont le relais des usagers, notamment pour toute la démarche de plainte et de réclamation des patients auprès de l'hôpital. Donc, ils sont essentiellement impliqués dans les instances et ils sont issus d'associations de patients. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin en intégrant de manière très active des patients qu'on a appelés patients partenaires. Donc ça, c'est issu de la longue histoire du partenariat patient, des patients experts, de l'engagement des patients issus de l'épidémie du sida, par exemple, dans les années 80, mais qui s'est largement formalisé autour de plusieurs structures, notamment l'Université des patients avec qui on est partenaire, l'Université des patients Paris-Sorbonne, qui a été créée par Catherine Tourette-Turgis. Et avec Catherine Tourette-Turgis, avec le Street Lab, qui est un laboratoire de notre institut de recherche, et avec l'hôpital, on a décidé de créer un programme de formation destiné aux patients partenaires qui sont issus de 3 filières de prise en charge de l'hôpital. Donc, on a identifié avec les soignants et les médecins 7 patients au total, de tous âges. Ça allait de la trentaine à quasiment 80 ans. Et ce sont des patients qui sont donc des usagers qui viennent régulièrement à l'hôpital, qui sont suivis par nos médecins et nos soignants, et que l'on a formé avec l'université patient. Donc, on a créé un programme pédagogique qui comprend à la fois des programmes, des contenus qui ont trait aux pathologies ophtalmologiques, mais également des contenus plus de positionnement des patients en tant que patients partenaires, des contenus pédagogiques. Et donc, il y a eu à peu près 1 an et demi de formation autour de 9 sessions de formation dispensées par l'Université des patients en lien avec les professionnels des 15-20. Et à l'issue de cette formation, les 7 patients ont reçu un diplôme et une attestation de formation et sont aujourd'hui intégrés dans différents projets de l'établissement pour travailler avec nous à la fois sur la transformation de nos parcours et l'amélioration de la qualité des soins. Donc ça, c'est une étape importante, mais également, ils vont être intégrés dans les services pour intervenir auprès des autres patients et auprès des professionnels de santé. L'objectif étant pour les professionnels de mieux comprendre ce que vivent les patients qui ont une pathologie visuelle ou un handicap visuel, et pour les autres patients d'avoir un accompagnement de type pair aidance par des patients qui sont un petit peu plus experts et qui ont reçu des enseignements particuliers. Donc ça, c'est un programme qu'on continue de développer. On souhaiterait avoir une deuxième promotion de patients partenaires sur d'autres filières de prise en charge. Et pour que ce projet se pérennise, on a également mis en place une rémunération de certains de ces patients qui le souhaitent, parce qu'il faut bien comprendre que pour certains de ces patients, c'est aussi une reconversion professionnelle. Lorsqu'on est atteint d'une pathologie et d'un handicap, on ne peut plus forcément exercer de la même manière le métier qu'on exerçait auparavant. Et donc, c'était pour certains d'entre eux une opportunité de pouvoir faire évoluer sur le plan professionnel. Donc, on recherche par ailleurs des financements institutionnels ou de mécénat pour pouvoir sponsoriser et financer ce type de projet. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler et qu'on a mis en place assez rapidement après mon arrivée, c'est la mise en place d'un outil de pilotage de l'expérience patient grâce à une intelligence artificielle qui nous permet d'analyser les verbatims des patients que l'on recueille dans les questionnaires de satisfaction, qu'ils soient obligatoires tels que le questionnaire ISATIS qui est proposé par l'ATIH, l'Agence
technique d'information médicale qui envoie systématiquement après une hospitalisation des questionnaires aux patients ou nos propres questionnaires internes qu'on distribue aux patients sur chaque filière de prise en charge. Mais également la société qui commercialise cet outil, c'est la société BetterWord. Elle va également chercher tous les verbatims qu'on peut trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur Google My Business. Tout ce que les patients peuvent exprimer à propos de l'hôpital des 15-20 et aspirer, absorber, passer dans la moulinette de cet outil. Tous les verbatims sont analysés et nous permettent d'obtenir des tableaux de bord très précis avec le sentiment des patients, avec une analyse très macroscopique jusqu'à une analyse très fine du verbatim individuel et qui nous permet d'identifier très rapidement les points qui nécessitent une amélioration ou qui dysfonctionnent. Et donc ça, c'est un gain de temps absolument énorme qui nous a permis d'analyser sans utilisation humaine, on va dire, très chronophage, l'ensemble des retours d'expérience des patients. Et donc, on fait évoluer aussi au fil du temps, puisque initialement, on y intégrait essentiellement les retours type verbatim de nos patients. Maintenant, on y ajoute aussi les plaintes, les réclamations qu'on reçoit, mais également les éloges des patients, ce qui nous permet d'avoir une cartographie plus fine des retours d'expérience des patients et ça nous permet de construire un plan d'action assez fin qu'on intègre finalement à notre plan d'action qualité standard qui est habituellement utilisé par l'équipe qualité sur la base des outils habituels. Donc tout ça vient en complément de la démarche qualité qui utilise les outils de la HAS tels que le patient traceur. Je ne sais pas si vous connaissez ces méthodes-là. Ce sont des méthodes de la HAS qui visent à sélectionner un patient au hasard ou un patient d'un parcours patient un peu emblématique, d'aller interroger ce patient avec un questionnaire très normé pour aller comprendre quelle a été son expérience tout au long de son parcours, depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Donc, en général, on l'interroge juste avant qu'il reparte de l'hôpital. C'est plutôt des patients hospitalisés qui viennent en ambulatoire ou qui ont été hospitalisés au moins une nuit. Et ensuite, sur la base de ce questionnaire patient, on réunit l'ensemble de l'équipe qui a participé à la prise en charge du patient pour essayer d'analyser avec le support du dossier patient informatisé et du questionnaire qui a été proposé au patient, on essaye de reprendre toute l'intégralité du parcours pour essayer d'identifier ce qui a pu dysfonctionner ou ce qui peut être amélioré. Et ça alimente le plan d'action qualité de l'hôpital. Je ne sais pas à combien j'en suis de temps, mais c'était les exemples principaux que je voulais vous présenter en termes d'outils d'amélioration à la fois de la qualité, des parcours patients et de l'expérience patient. Oui. Eh bien, écoutez, très bien pour cette intervention et puis ce regard à la fois fonction publique hospitalière ou des termes comme patient partenaire, ça, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, c'est assez atypique quand on est dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et je trouve que c'est assez intéressant cette double approche que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous mettez le patient au cœur de votre réflexion et vous l'associez presque et vous le connotez partenaire à la fois pour améliorer le parcours du patient et la qualité des soins. Et tout ça, ça vient bien sûr auto-alimenter votre dynamique d'amélioration continue. Et avec cette double approche, l'autre approche, c'est bien sûr tout ce qui est l'item satisfaction, c'est-à-dire qu'on vient aussi on vient porter les constats de la satisfaction du patient et compiler tous ces verbatims, les analyser et, comme vous avez très bien dit, les passer à la moulinette
pour aussi je dirais, de par ces conclusions-là, auto-alimenter votre dynamique d'amélioration continue. Donc voilà, cette double approche, moi je la trouve très intéressante et des termes, voilà, j'ai appris aussi voilà, l'existence du Street Lab ou l'université des patients. Voilà, c'est un côté assez inconnu pour nous qui baignons tous les jours dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, on a plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui au RETEX. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions? Il y a déjà une question qui a été posée dans la conversation. Vas-y, Virginie, je te laisse enchaîner si tu veux. Oui. Alors, du coup, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'aucune caméra ne fonctionne. Parce qu'on ne voyait pas non plus, Sylvie. Oui, il y a une question qui a été posée dans la conversation donc, par Claire, qui nous demande pour la mise en place de l'outil tableau de bord IA, combien de temps a pris la réalisation du projet et combien de personnes ont été impliquées pour ce projet-là? La mise en place est assez rapide. En fait, la société Better World est déjà, comment dire, présente dans de très nombreux hôpitaux et cliniques. Et donc, pour intégrer, pour la mise en place, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est la création de ce qu'ils appellent une ontologie. Donc, c'est une espèce d'arborescence qui permet de, alors qui est un peu secrète, ils ne veulent pas qu'on la diffuse, mais en gros, si vous voulez, cette arborescence, elle permet de définir un certain nombre d'items sur lesquels on va pouvoir avoir des données analysées à partir des verbatim patients. Donc, étant donné que cette arborescence-là, elle est déjà définie par les retours d'expérience des nombreux hôpitaux dans lesquels ils sont implémentés, il y a juste un petit besoin de travail avec notre équipe pour essayer d'affiner cette arborescence pour qu'elle soit la plus adaptée possible à l'hôpital des 15-20, mais en gros, on ne l'a pas beaucoup modifiée par rapport à ce qu'il existe parce qu'elle nous convenait. Et ensuite, la mise en place est assez simple, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition la plateforme qui va nous permettre d'avoir nos tableaux de bord ensuite, donc qui est déjà un outil finalisé et fonctionnel. Et nous, on leur fournit tous les mois l'ensemble des verbatim qui sont issus de nos questionnaires de satisfaction ou des questionnaires ISATIS qui sont les questionnaires obligatoires qu'on propose à tous les patients hospitalisés. Donc ça, c'est très rapide en termes de mise en place. Ça ne nécessite pas une grosse infrastructure technique, tout étant hébergé chez Better World. Et c'est juste du partage de nos fichiers, de nos informations issues des questionnaires de satisfaction. Et ça a impliqué en gros, l'ensemble de notre équipe qualité et surtout notre chargé des relations avec les usagers et les associations, donc la personne qui est en charge des contacts, enfin de la maison des usagers chez nous et des relations avec les patients. Donc, c'est surtout elle qui est l'interlocuteur de la société Better World et qui leur envoie tous les mois les questionnaires de satisfaction. Et sur la mise en place, oui, il y a eu un petit comité de pilotage avec l'ensemble de l'équipe qualité, donc 4 personnes, plus la direction générale qui était en appui fort de ce projet. Juste une petite précision, au préalable, cet outil il avait déjà été mis en place et ça c'est intéressant en termes de symétrie des attentions entre patients et professionnels. Il avait déjà été mis en place dans l'établissement sur la partie professionnelle, c'est-à-dire que on avait le même type d'outil avec une ontologie différente, mais qui permettait de recueillir tous les avis des professionnels en termes de qualité de vie au travail. Et donc, ça permet aux professionnels de remonter également tout, on va dire, les irritants ou les dysfonctionnements qu'ils repèrent dans leurs conditions de travail au quotidien grâce à un QR code. Donc, voilà, le QR code, il est disponible
côté expérience professionnelle pour les professionnels, mais on peut également mettre un QR code dans les lieux de consultation, dans les salles d'attente pour les patients, pour qu'ils remontent directement leur expérience ou leurs impressions. Mais ça vient compléter tout ce qu'on intègre à la machine avec nos questionnaires de satisfaction. Donc, une mise en place très rapide, avec assez peu de personnes en termes de participation au projet initial. Et ensuite, il faut piloter la démarche. Et nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'essayer d'élargir un petit peu le pilotage grâce à cet outil. Pour que tous les professionnels s'en emparent, on a identifié des référents expérience patient au sein de chaque unité de soins. Donc, il y aura un binôme cadre de santé et professionnel de santé. Et ces référents expérience patient vont être formés à l'outil pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre tableau de bord et animer au sein de leurs unités une démarche d'amélioration continue plus fine à l'échelle de l'unité de soins. Donc ça, c'est la prochaine étape qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup, Monsieur Lebert. Du coup, je pense qu'on va passer à la présentation suivante. Donc, Claire El Gamadi de la région Pays de la Loire du L'Absolu. Et je pense que les questions viendront aussi sur la mise en perspective des différentes présentations, les unes par rapport aux autres. Claire, du coup, on te laisse la parole. Oui, merci beaucoup de cette invitation. Claire El Gamadi, donc je suis directrice de projet Innovation et Transition à la région Pays de la Loire, donc auprès du DGS. Du coup, je me proposais d'intervenir sur la création de notre laboratoire d'innovation publique, le L'Absolu, pour lequel j'ai été recrutée en 2017. Vous expliquer un petit peu comment on a défini ce que ça pouvait être l'innovation publique pour une collectivité, comment on a mené nos chantiers et comment cette structuration a évolué aujourd'hui avec des transformations récentes. Du coup, donc moi, j'ai des notifications Teams. Je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, sinon je peux bloquer mon son. Mais c'est peut-être pas très gênant. Du coup, alors donc moi je travaille à la région Pays de la Loire. La région Pays de la Loire, c'est une collectivité régionale située dans l'ouest de la France, vous connaissez certainement. Une des rares régions à avoir été fusionnée, donc qui reste sur un périmètre assez restreint, 4 millions d'habitants, 5 départements, et nous avons 4000 agents. Je rebondis sur l'expression symétrie des attentions du précédent intervenant, parce qu'effectivement, quand on s'est questionné sur l'innovation en interne, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur notre rapport à l'usager externe pour qui on rend des services publics, mais aussi sur nos usagers internes, c'est-à-dire ceux qui rendent le service public au quotidien. Du coup, en 2017, quand j'ai été recrutée auprès du directeur général des services, on avait une intention, une inspiration de se dire il faut qu'on s'intéresse à l'innovation publique. Il y a des choses qui sont à creuser de ce point de vue-là, mais on ne savait pas trop comment faire. L'idée de départ, c'était de dire on va créer un laboratoire sur la transfo numérique. C'était l'époque de tous les chantiers de dématérialisation, de simplification. L'intelligence artificielle commençait aussi à pointer son nez. Donc, on s'est dit, on va peut-être s'orienter sur la technologie. Et puis, rapidement, on a évolué en faisant un benchmark tout simplement des autres laboratoires de collectivités qui existaient. On s'est inspiré aussi de ce qui se faisait en Europe du Nord et notamment au Danemark avec le MindLab danois, qui est un des premiers laboratoires d'innovation publique qui a été créé au début des années 2000. Et du coup, on s'est dit que la meilleure approche pour nous, c'était le design de service. Donc, je m'explique. On a souhaité définir l'innovation publique comme une transformation, mais une transformation durable et qui prend soin de ses usagers, tant externes qu'internes. On ne voulait pas être sur de l'innovation technologique à tout crin, on voulait vraiment travailler sur de l'amélioration plus que sur de la rupture, en fait. On partait vraiment des process et des besoins de nos agents et de nos usagers pour améliorer et travailler aussi sur la créativité et inventer de nouveaux process, de nouvelles méthodes
et de nouveaux services à distribuer à nos usagers. Donc, on avait vraiment ce travail-là en 2017 de benchmark, de rencontres, et puis on a essayé moi j'étais toute seule à l'époque, j'ai essayé vraiment de construire ce projet de laboratoire d'innovation avec les agents. Donc, la première étape que j'ai réalisée, c'est effectivement de porter un appel à candidature sur des agents qui seraient intéressés par cette thématique, en précisant bien l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire à travers l'innovation à la région. Basé sur la méthode du design thinking, centré sur les usagers, empreint de créativité et aussi d'intelligence collective. Et donc, il y a un premier réseau d'ambassadeurs de l'innovation qui s'est créé chez nous en interne. Ils étaient une petite vingtaine au départ et aujourd'hui, ils sont 70. Qu'on a recruté en interne des directions, en sachant que ces gens-là faisaient ça sur le temps du déjeuner ou parfois sur leur temps de travail. Donc petit à petit, on a évolué avec des lettres de mission, une reconnaissance via l'évaluation, pas de rémunération, parce que c'est nos agents en interne, mais voilà, une valorisation de leur implication sur des projets d'innovation de la collectivité. Donc, on a mis en place ce lab. Moi, j'ai commencé par recruter aussi une petite équipe de designers qui sont arrivés en 2018. Et on a commencé à travailler notre offre de service. Du coup, on voulait répondre à quoi? À plusieurs objets, en fait. La collectivité régionale, c'est quand même une grosse collectivité avec un fonctionnement hérité du fonctionnement de l'État, puisque c'était, avant la décentralisation et la loi de 1982, un service déconcentré de l'État. On a souhaité travailler et rénover nos manières d'agir et nos manières de travailler. Du coup, on a pris deux axes. Le laboratoire a travaillé sur deux options, un volet plus d'acculturation à l'innovation et puis un deuxième volet sur l'accompagnement des projets des directions. Donc sur le volet acculturation, on était vraiment sur de la sensibilisation, de la montée en compétences. On a développé un volet événementiel important avec trois axes, des ateliers pour transférer les compétences des designers auprès des agents, mais pas que des designers, aussi de facilitateurs, d'autres professionnels qui interviennent sur différents sujets pour essayer de trouver de nouvelles manières d'agir. On fait aussi du mode projet design, on fait voilà, ce genre de choses. Donc des ateliers, on fait des conférences avec des intervenants sur de la prospective pour nous permettre de faire un peu le pas de côté, de réfléchir autrement aux sujets qui nous sont proposés ou qui nous sont commandés par nos élus. Et puis, on organise également des visites à l'extérieur où les agents ou les dirigeants vont prendre la température sur ce qui peut se faire dans des entreprises, dans d'autres collectivités ou dans d'autres structures publiques, parapubliques, privées, sur le sujet de l'innovation, tout simplement pour s'inspirer et puis aussi pour se dire on n'est pas les seuls à tenter des choses différentes. Donc voilà, on a un programme d'événementiel un peu dense et puis pour nos ambassadeurs de l'innovation, on a un cycle de formation spécifique au design. Parce que nos ambassadeurs de l'innovation, pour nous, ce sont des gens qui contribuent au projet que le laboratoire réalise, mais ce sont aussi des avant-gardes de l'innovation dans leur direction. Donc, ils doivent aussi détecter des besoins dans leur direction et les accompagner. À partir d'un certain stade, ces projets sont renvoyés vers le l'absolu, mais au départ, ils sont dans la détection et dans les accompagnements de premier niveau. Donc, on a une partie socle formation de ces ambassadeurs de l'innovation. Donc ça, c'est sur le volet acculturation. On a aussi développé sur la partie acculturation, encore une fois, un volet intrapreneuriat. Donc, c'est-à-dire qu'on a lancé des appels à idées qu'on a nommés Challenge Innovation, où chaque agent de notre collectivité pouvait poster une idée d'amélioration du service rendu aux usagers ou qui concerne le fonctionnement interne de la collectivité.
Il y a un système de jury avec le directeur général des services, mais aussi des agents de la collectivité qui sont tirés au sort. Et une fois l'idée retenue, on en retenait 3-4 par an, il y a un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet. Il y a un budget dédié qui est alloué, un accompagnement personnalisé par les équipes du lab auprès de l'agent pour qu'il développe son idée, qu'il aille au bout, qu'il le prototype et puis qu'il le mette en œuvre. Donc voilà, ça c'est sur le volet acculturation. Et puis sur l'autre volet, l'accompagnement des projets des directions, on était vraiment un lab de réflexion et d'accompagnement des sujets touchant à l'innovation. Donc, on pouvait intervenir sur différents types de projets. Et c'était au bon vouloir des directions, donc soit des directeurs directement, mais ça pouvait être aussi de chefs de projet. Donc, on les accompagnait sur parfois de la prospective, sur des sujets relatifs à la formation, par exemple. On a fait un sujet sur la formation des soignants, relatif à l'évolution des métiers, par exemple, où là, du coup, on va pouvoir produire, grâce à du design fiction, un peu travailler sur de la prospective et imaginer, par exemple, les métiers de demain. On fait aussi de l'accompagnement à l'animation de l'intelligence qu'on appelle collaborative chez nous. La région Pays de la Loire, c'est une collectivité qui est un échelon qui n'est pas de proximité. On est plutôt sur de la conception de schémas, d'aménagement stratégique, de transition écologique. Et on va aider les directions à concerter, à co-construire avec leurs usagers, leurs parties prenantes, ces schémas. Donc, on va les accompagner. On a un chef de projet dans la direction et on positionne un designer en accompagnement de ce chef de projet pour piloter le projet en mode design. Donc, c'est la méthode du double diamant que vous connaissez peut-être, en différentes phases. Donc, une première phase qui est de l'observation, de l'immersion sur le terrain pour recueillir les besoins des usagers ou des utilisateurs. Après, on a un resserrement du diamant pour problématiser et sélectionner les problématiques qui paraissent les plus pertinentes. Et puis après, on a une nouvelle ouverture avec des ateliers d'idéation. On va essayer de chercher des solutions un peu innovantes, un peu créatives aux problématiques qui ont été identifiées. Et à chaque étape, on a les agents de la région, les experts de la région ou d'autres structures et nos usagers. Et puis, on termine par prototyper ces solutions, cadrer ces solutions et les faire tester à nos utilisateurs. Donc ça, c'est la méthode un peu classique qu'on a développée en interne et on accompagne les directions dans leurs projets avec cette méthode-là. Du coup, on est intervenu sur, peut-être pour avoir quelques exemples de projets sur lesquels on est intervenu. On est intervenu sur un projet d'intelligence artificielle pour savoir comment l'intelligence artificielle peut bouleverser les métiers de demain. Nous avons travaillé suite à la suite du Covid sur une transformation de la collectivité régionale pour répondre à ces temps de crise. Donc là aussi, on s'est rapproché de l'inspection générale des services chez nous qui travaille sur la qualité, le plan des risques, etc. On a travaillé aussi pour les directions sur l'accompagnement de parcours, notamment sur les entreprises qui souhaitent exporter, puisque le développement économique est une des compétences phares de la région. On a accompagné cette direction sur comment mieux accompagner les entreprises qui souhaitent exporter, donc avec cette méthode design. Voilà, c'est quelques exemples de projets qu'on a réalisés. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est que voilà, on a développé cette offre de service de 2017 à 2023 et on fonctionnait vraiment sur les propositions des directions. Donc, c'était vraiment un lab très ouvert à tous les agents, à toutes les directions. Il y avait une forme de sélection parce qu'on s'assurait que le portage du projet était bien assuré pour nous engager dans le projet. Donc, ça, on a professionnalisé un peu notre offre au fur et à mesure. Ce dont je voulais témoigner, c'est que le laboratoire tel qu'il a été créé dans cet état d'esprit un peu libre, ouvert, il
l'a vécu pour une partie, mais on a trouvé aussi pas mal d'inconvénients à ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que notre potentiel de transformation et notre impact de transformation, finalement, était assez faible. Dans le suivi de nos actions, typiquement, on avait 80% de réussite sur l'acculturation, le transfert de nos méthodes, de nos manières d'agir. Aujourd'hui, la collectivité régionale utilise l'intelligence collective et collaborative dans tous ces sujets. Le design est aussi utilisé parfois sur quelques briques d'un projet, mais c'est des choses qui sont tout à fait connues maintenant des agents et des dirigeants de la collectivité. Pour autant, quand on intervenait sur les projets, on a bien senti que notre potentiel de transformation était limité dans la mise en œuvre de nos projets d'innovation, parce qu'on ne trouvait pas les budgets pour déployer, parce que nous, Lab, on s'arrêtait vraiment au prototypage et après on délivrait la solution à la direction qui devait s'occuper de la mise en œuvre, et parfois c'était un peu compliqué, des questions budgétaires, des questions de portage, bon. Donc voilà, on a trouvé que notre impact était un peu insuffisant. Donc on a profité de l'arrivée d'un nouveau DGS dans la collectivité en 2022 pour se re-questionner sur comment on pouvait faire de l'innovation et du design au service d'une stratégie plus globale, plus portée et du coup plus impactante. Et c'est pour ça que l'Absolu en tant que tel a été rattaché à une nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe ADAPT aujourd'hui. C'est l'équipe d'accompagnement des directions au projet de transformation. Donc volontairement, on appelle, alors il y a beaucoup de questions de sémantique, innovation, transformation, transition, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans une équipe de transformation où on va agglomérer plusieurs compétences pour mener à bien les projets qui seront fléchés par le DGS. Et ça, c'est important puisque c'est assez pragmatique comme approche et ça nous permet d'avoir les portages adéquats, d'avoir les budgets pour réaliser ces projets de transformation. Donc, du coup, dans la petite équipe là qu'on a créée, à partir, c'est tout récent, c'était cet été 2023. Donc, nous sommes plusieurs directeurs de projet ou chefs de projet. On a aggloméré des compétences de design, de chefferie de projet plus classique, de conseil en organisation et de conduite du changement, et un volet également sur la question des données, de l'organisation des données. On a un volet évaluation aussi qui va se greffer avec une personne qui arrivera bientôt. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans une approche maintenant plus globale de la transformation et qui se rapproche peut-être de ce que vous faites dans votre réseau sur la qualité et l'amélioration continue. On va avoir un volet plus précis avec le développement d'indicateurs de résultats, etc. Donc voilà, on a cette démarche qui s'enclenche, un peu une transformation de notre organisation et qui replace un peu l'innovation dans une organisation un petit peu plus large où du coup, on a aggloméré des compétences pour vraiment répondre aux projets, aux ambitions et à la stratégie de la présidente et du DGS. Voilà, c'était un éclairage peut-être un peu rapide, je ne sais pas comment on est au niveau du timing, mais c'était vraiment, je voulais intervenir sur le volet organisation plus que sur le volet projet. Mais si vous avez des questions sur des projets, n'hésitez pas. Et puis j'ai envoyé à Thibaut un guide de l'innovation que nous avons produit en interne région Pays de la Loire, mais que nous diffusons à l'extérieur, donc qui pourra vous être envoyé avec des petits repères et qui explique un petit peu aussi comment on travaille et quelle a été la démarche de construction. Voilà. Merci beaucoup, Claire, pour la richesse de ton intervention et le respect du timing parfait. On mettra le petit guide à la limite en ressources en parallèle de la vidéo sur le site internet de Relier, parce qu'on essaye de capitaliser sur toutes ces interventions pour qu'elles soient accessibles à tous ceux qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Parmi les participants, est-ce que vous avez des questions pour Claire sur la vision qu'on peut développer autour de l'innovation publique dans une collectivité territoriale? Non, pas particulièrement de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante et puis à ce moment-là, on prendra les questions vraiment au regard global de nos trois interventions. Peut-être Rachida, oui, vas-y Sylvie.
juste Thibault, rebondir sur l'intervention de Madame El Gamadi. Voilà, il y a aussi la notion de recul, puisque vous avez 6 années d'antériorité, donc bien sûr, on est en capacité d'avoir cette notion de recul. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout cheminement tel que vous avez pu l'expliciter, et notamment cette phase, ce temps que vous êtes accordé à cette phase je dirais, de décantation sur définir c'est quoi la transformation, c'est quoi l'innovation publique. Et vous l'avez très bien expliqué. Et des fois, on zappe un petit peu cette étape-là, j'ai envie de dire, pour beaucoup de choses. Hein. Et voilà. Et puis aussi, une fois que cette phase est passée, et construite et caractérisée, vous êtes attardé à caractériser, je dirais, votre offre de service qui a une double approche, à la fois essayer d'acculturer les équipes à l'innovation publique, et puis aussi d'accompagner, je dirais, les projets sous l'œil innovation publique. Donc, je trouve ça très intéressant. Et dans vos propos, on pourrait même rouvrir, je dirais, un nouveau débat qui pourrait être c'est quoi l'impact de l'innovation publique dans ma collectivité, quoi. C'est un vrai sujet. Et comment l'innovation publique fait le lien avec la stratégie de ma collectivité. Voilà, c'est des sujets, je dirais, un peu secondaires que moi, j'aimerais bien, voilà, ça me donne des idées pour des prochains rétextes, mais que j'aimerais bien ouvrir et sur des échanges futurs, parce que je trouve que c'est très intéressant le lien de l'innovation publique et de la transformation voilà, avec la stratégie de la collectivité, de l'hôpital ou de l'établissement. Et puis aussi, c'est quoi les impacts d'avoir mené ça depuis quelques années, comment on les mesure, on les évalue, voilà, comment on les illustre. Voilà, c'est des futurs échanges qu'on pourrait avoir dans des prochains rétextes. Et merci en tout cas pour votre intervention. Avec plaisir. Eh bien, Thibault, je te laisse enchaîner si tu veux. Et bien, du coup, on va enchaîner avec notre troisième et dernière intervention pour ce matin. Donc, Rachida Rajou et Abdelrahman Sekai de l'Université de Lorraine qui vont nous présenter donc toute la démarche de construction du laboratoire Cyrus Deep Change Lab. On voit ton écran, Rachida. Parfait. Donc, et on t'entend. À toutes et à tous. Alors, on est là aujourd'hui avec mon collègue Abderrahman Sekai pour vous présenter du coup le Deep Change Lab qui est mis en place au sein de l'Université de Lorraine. Donc, tout d'abord, pour vous présenter l'équipe qui porte ce volet Deep Change Lab. Donc, on a Sabine Boulin qui est directrice générale des services adjointes à la stratégie et à la conduite du changement, qui est absente aujourd'hui. Ensuite, moi-même, en tant que chargée d'études qualité, innovation et transformation publique. Et puis, il y a moi qui suis Abdelrahman Sekai, qui suis chargé de l'animation du lab d'innovation et transformation publique. Et je suis le designer de services et de politique publique dans le lab. Donc, l'objectif de cette présentation, donc déjà vous présenter le contexte dans lequel s'intègre le Deep Change Lab. Ensuite, vous présenter le dispositif du Deep Change Lab et vous faire un retour d'expérience de là où on en est aujourd'hui depuis la mise en place depuis début 2022. Donc, le programme Sirius, donc Sirius pour stratégie d'innovation pour le renforcement des interactions entre universités et sociétés, qui vise à développer pour le site lorrain une stratégie d'innovation globale qui est coportée par les membres fondateurs de LUE. Donc, LUE pour Lorraine Université d'Excellence. Donc, ses membres sont l'Université de Lorraine, le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, l'INSERM, le CHRU, AgroParisTech et Georgiatech Lorraine, et qui ont pour objectif du coup d'améliorer significativement leur impact socio-économique. Donc, le programme Sirius est soutenu par l'ANR au niveau financier dans le cadre d'un PIA, donc d'un programme d'investissement d'avenir, et a démarré depuis le 1er octobre 2021 et se finira le 23 janvier 2029. Donc, le programme Sirius s'articule autour de 4 volets. Donc, le premier volet, 4LX Space, dont l'objectif est d'ouvrir davantage les espaces d'innovation publique du site lorrain. Un volet stratégie de communication, dont l'objectif est de partager avec envie et de mieux se faire connaître au niveau du site lorrain. Un volet 360 Booster, dont l'objectif est de nouer plus de liens avec les collectivités et les entreprises. Et le volet Deep Change Lab, donc notre volet, dont l'objectif est de développer une culture organisationnelle propice à l'innovation et à l'amélioration de nos interactions
avec les acteurs du site et de nos territoires, d'améliorer nos processus inter- et intra-établissement, et donc la création d'un lab, dont je vais vous parler par la suite, pour donc un espace de transformation et d'innovation publique. Donc ce volet est porté politiquement par Sabine Goulin, et au niveau opérationnel, donc on est nous deux, Abderrahmane et moi. Donc, pour chaque volet, il y a une équipe métier qui est constituée, donc avec des représentants des membres fondateurs de LUE. Donc, pour notre volet, pour le Deep Change Lab, on a des représentants du CNRS, de l'INRAE, de l'INRIA, de l'INSERM et donc de l'Université de Lorraine. Donc, on se voit à peu près toutes les 6 semaines donc, pour faire avancer notre méthodologie, nos travaux et toute la mise en place du Deep Change Lab. Donc, au niveau des comités et instances du Deep Change Lab, donc, il y a l'équipe Deep Change Lab, donc, qui est nous trois, Sabine, Abderrahmane et moi. On a mis en place, du coup, donc, le comité de pilotage Deep Change Lab, donc, avec les représentants de chaque partenaire du site lorrain. Donc, ce comité de pilotage, c'est un organe exécutif et décisionnaire des activités du lab. Et ensuite, il y a également un comité de pilotage de l'ensemble du projet Sirius, où là, on a les responsables politiques et opérationnels de chaque volet, en plus de la présidente, du directeur général des services. Et on se réunit, et le porteur, le project manager du projet Sirius, et on se voit une fois par mois pour faire des points de situation et d'avancement de l'ensemble du programme Sirius. Donc, on rentre plus dans le dispositif du Deep Change Lab. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être du coup, c'est un espace d'innovation publique. Ça va être un dispositif qui va permettre de capitaliser sur les initiatives, qui va offrir plusieurs services tels que la conception, le fait de tester et de diffuser de nouvelles pratiques. Et il va permettre également de former sur les pratiques d'innovation publique en lien avec la transformation. J'y viendrai par la suite. Donc, pourquoi faire ce Deep Change Lab? Donc, pour améliorer nos processus et transformer en profondeur la culture organisationnelle en remettant vraiment l'usager au cœur de nos enjeux. Et ce dispositif sera vraiment ouvert à toutes les communautés des différents établissements du site lorrain. Donc, en résumé, le Deep Change Lab, ça va être des méthodologies souples et agiles dans l'accompagnement de projets de transformation. Donc, une équipe dédiée que je vous ai présentée, un écosystème large et ouvert, des ambassadeurs, on va y venir par la suite, et nos usagers qu'on va intégrer vraiment dans le cadre de nos projets. Et du coup, également un espace d'échange et de dialogue entre les pratiques et les savoirs, je vous en parlerai juste ensuite, et tout un dispositif de formation et d'accompagnement pour apporter des projets de transformation. Donc, on a un espace qui est dédié et spécifique, donc qui se situe à la présidence de l'Université de Lorraine. Donc, c'est un local qui est situé à côté d'un amphithéâtre et d'un grand hall qui va permettre aussi la réalisation de séminaires, de colloques, donc ce qui est pratique. En attendant, on utilise également les labs d'innovation qui existent déjà au sein de l'université et chez nos partenaires en attendant, puisque notre espace n'est pas encore présent physiquement. Donc, on a une volonté qui soit opérationnelle pour janvier-février 2024 et de mettre en place un espace disposant du mobilier amovible qu'on puisse ajuster en fonction des besoins et d'utilisation du lab et en gardant l'esprit RSE, développement durable et réduction des coûts lors des travaux et l'achat de mobilier. Donc, on peut voir sur les photos l'espace et une petite maquette qui a été faite par des étudiants pour projeter à quoi ressemblera le Deep Change Lab par la suite. Donc, de manière concrète, le lab, c'est aussi et surtout un apport de méthode et une manière de construire et de produire la transformation avec des méthodologies qui lui seront propres. Donc, du design de service, des sciences sociales, de l'innovation collaborative, de la co-conception, etc., etc. Et tout cela va s'articuler autour d'un processus de conception, donc qui est à peu près le même que pour ce qui a été dit auparavant, donc un processus en double diamant où il s'agira de s'inspirer, d'observer, d'inclure, d'imaginer, de concevoir et de prototyper, et ensuite d'envisager un déploiement. Et tout cela, bien entendu, avec l'implication de toutes les parties prenantes d'une problématique identifiée, donc les usagers et ceux qui font vivre le service qui est touché ou impacté par la problématique.
Et donc, de là, on a une offre de service qui se construit et qui est construite jusqu'à présent. On a donc un accompagnement au changement où là, on va vraiment être dans une posture où, avec les méthodologies du design, on va accompagner une direction, un service ou un agent dans la transformation, donc avec un apport de savoir-faire, donc des conseils, des accompagnements et tout ce qui s'ensuit. On va être aussi dans un rapport où on va être dans de la formation et de la sensibilisation. Un peu plus tard, on va vous parler de ces fameux ambassadeurs, où on va commencer à avoir un apport méthodologique auprès des agents et de tous les écosystèmes de l'université pour que la transformation soit plus facilement intégrée, soit plus facilement, entre guillemets, acceptée, et que aussi chaque partie prenante soit aussi les acteurs de cette transformation et qu'elle ne soit pas seulement concentrée au sein du Deep Change Lab. Et donc, il y a aussi une proposition pour de l'animation d'ateliers, de séances de travail en intelligence collective. On va aussi mettre à disposition donc des supports, des outils, des méthodes pour que chaque agent, chaque personne qui souhaite monter en compétence ou qui souhaite avoir un apport de connaissances puisse y accéder sans forcément être contacté directement le lab. Et bien entendu, à côté, on va construire toute une vie autour du lab, une vie où on va commencer à sensibiliser, où on va créer des séminaires, des colloques, pour vraiment fédérer une communauté autour du lab pour que la transformation et l'innovation soient portées de ce point de vue-là. Et donc, pour ce qui est des projets qui vont intégrer le lab, on se laisse le choix de rester ouvert sur les interpellations qui peuvent être faites au lab et donc de laisser aux agents ou à toute personne qui puisse être concernée par une problématique de nous interpeller. Mais ensuite, une fois cette interpellation faite, il y a tout un processus qui doit s'engager pour que nous puissions analyser la demande, voir si on peut s'engager dans la conception et dans la réflexion avec les méthodologies du Deep Change Lab, pour ensuite rentrer dans des logiques où on va rentrer dans de l'accompagnement pour arriver sur une fin où on suit l'avancée du projet et où on va aussi entrer dans une phase de feedback où on va plutôt être dans l'évaluation de l'accompagnement et le changement s'il arrivait à être pertinent et s'il arrivait à toucher au but. Et donc là, un premier exemple sur lequel le Deep Change Lab a été mobilisé, c'est un projet qui s'appelle eTop. Et donc, c'est un projet qui a comme vocation d'apporter un regard nouveau sur un outil numérique d'assistance où tous les agents d'UL peuvent interpeller une direction pour une problématique qui le concerne ou qui concerne ou que la direction doit apporter la solution. Et nous, en fait, le sujet, c'était vraiment de se dire on a énormément de services, on a énormément d'offres de services en interne de l'université. Comment est-ce qu'on va fédérer tout ça? Comment est-ce qu'on va construire une arborescence pertinente pour l'usager? Et comment est-ce qu'il va pouvoir naviguer dans toutes ces informations et trouver l'information le plus rapidement possible et avoir un parcours d'usage le plus fluide possible. Et donc, de là, le Deep Change Lab a été mobilisé dans cette optique-là et a rencontré chacune des directions pour connaître leur offre de service et aussi entrer dans des logiques où on leur fait faire un premier pas de côté en considérant réellement, l'usager et le regard qu'il porte sur les actions qu'il promeut ou qu'il met en avant. Et donc, dans une seconde phase, on va rentrer aussi dans des logiques où on questionne la transversalité entre directions et ensuite où on va réellement impliquer concrètement l'usager dans des postures de prototypage et de test de cette arborescence pour avoir un retour le plus pertinent possible. Donc, je rebondis. Donc, on a des ressources qui vont être mobilisées par la suite. Donc, dans le cadre du volet Deep Change Lab, on a un financement pour de la prestation extérieure. Donc, on a lancé un appel à marché sur 2 lots. Donc, un premier lot de formation, donc des prestataires qui vont venir former nos ambassadeurs. Et un deuxième lot, appui méthodologique et accompagnement de projet. Donc, nous, en tant qu'animateurs du Deep Change Lab, on sera toujours là pour les projets, mais on pourra solliciter aussi ces prestataires pour de lourds projets de forte envergure. Et ensuite, donc, la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs. Donc, on a lancé le réseau. Là, on a eu un séminaire de lancement vendredi dernier. Vendredi, il y a 2 semaines, le 27 octobre. Et ces ambassadeurs-là, du coup, vont être formés. Donc, je vais vous en parler là juste ensuite. Donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur?
Donc, ça va être des personnes qui sont volontaires, du personnel volontaire souhaitant s'engager dans l'animation et les travaux de transformation, qui vont être de ressources qu'on va pouvoir mobiliser au niveau du Deep Change Lab. Donc, leur objectif, ça va être de prendre part à l'accompagnement de projets de transformation au bénéfice des usagers des établissements, de contribuer également à toute cette vie qu'on va mettre autour du Deep Change Lab et de contribuer aussi à la diffusion de cette culture, de cette nouvelle culture d'innovation et de transformation au sein même de leur structure. Donc, au niveau du processus du recrutement, donc, on a lancé un appel à candidature donc, avant les vacances d'été via un formulaire qu'on peut voir sur le côté. On a rédigé également une fiche mission qui recense tous les éléments, à savoir qu'est-ce que déjà l'innovation, le Deep Change Lab, quel va être leur engagement, leur mission. Donc, on a ouvert cette candidature à l'ensemble des personnels des différents établissements partenaires, pas qu'au sein de l'université, mais également aux membres fondateurs LUE. Donc, désolée pour le téléphone qui sonne. Donc, suite au recrutement, donc, on a eu 38 candidats qui ont postulé aux profils divers et variés, donc personnel, enseignants-chercheurs, maîtres de conférences. Et ensuite, donc, on a sélectionné l'ensemble des ambassadeurs avec le copil Deep Change Lab, mais on a décidé de vraiment prendre toutes les personnes qui souhaitaient s'engager. Donc, on est vraiment content. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de candidats qui postulent en tant qu'ambassadeurs. On visait une vingtaine et on en a eu 38, donc on est très satisfait. Donc, les engagements au niveau des ambassadeurs, donc c'est sur 2 ans renouvelables. On leur demande d'accompagner au minimum un projet par an au service de la communauté, de participer aux séquences de formation qui vont être mises en place ensuite avec les prestataires extérieurs, de participer au minimum à un séminaire et à l'animation de webconférences. Et au niveau du temps d'implication sur l'année, on l'a estimé à 5 à 10%. On sait que ça fait un peu beaucoup, mais on réajuste en fonction aussi de la charge de chacun. Donc, c'est ce qu'on a voulu déjà planifier par rapport aussi au nombre de jours auxquels ils vont devoir participer déjà au niveau des formations. Et de notre côté, en tant qu'animateur du lab, donc on s'engage à fournir aux ambassadeurs des formations sur l'innovation et la transformation, de leur mettre à disposition un espace accueillant, de leur mettre à disposition des méthodologies souples et innovantes au service des différents projets de transformation. Une équipe donc dédiée, donc nous, on s'engage à être disponible également et de recenser également les besoins de transformation. Donc, ce qui est parce que réellement, les ambassadeurs ont aussi vocation à acquérir des compétences pratiques qui sont liées au design et donc à l'innovation. Et donc, avec l'aide des prestataires, on va mettre en place un parcours de formation sur 7 jours, donc 2 jours à peu près par mois, où on a comme objectif, excusez-moi, de vraiment de leur transmettre des savoir-faire très concrets pour qu'ils puissent les mobiliser en interne de leur direction et aussi être dans une posture de partage auprès des écosystèmes qu'ils rencontrent ou auxquels ils appartiennent. Et donc, en appui de cette formation, on va mettre en place un kit qu'ils pourront réutiliser à loisir par la suite pour vraiment accompagner leurs projets personnels ou ceux sur lesquels ils sont mobilisés. Et ensuite, l'enjeu de cette formation, c'est donc d'être dans un apport théorique, mais surtout pratique. Ça veut dire qu'on va réellement faire en sorte que cette formation soit au contact de leur réalité professionnelle et donc d'utiliser des cas concrets qu'ils peuvent rencontrer pour ensuite les mettre en miroir des méthodologies du design de service et de l'innovation. Et à côté, on va quand même rentrer aussi dans une autre logique de formation où on va apporter des connaissances, non pas aux ambassadeurs, mais plutôt aux écosystèmes qui gravitent autour du Deep Change Lab et des ambassadeurs pour qu'il y ait aussi une facilité pour l'innovation d'être comprise. Parce qu'il y a un vrai enjeu pédagogique au sein de l'université, c'est aussi de dire qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que le design, et donc ça facilitera ensuite par la suite les actions qui pourraient être entreprises. Et on va rentrer on va lancer nos travaux, les sujets sur lesquels on sera mobilisé par la suite. Pardon. Et donc à partir de janvier 2024, on va dans un premier temps, en termes d'objectifs, lancer un kick-off, un séminaire avec les prestataires et les ambassadeurs pour qu'ils puissent rencontrer ces fameux professionnels et qu'on puisse aussi ouvrir le champ auprès des ambassadeurs pour qu'ils puissent aussi avoir
pas un droit de regard, mais une voix dans la manière dont ils souhaitent construire la relation entre le lab et eux-mêmes. Et ensuite, on va lancer les formations, on va lancer les projets qui vont intégrer le Deep Change Lab, on va aménager et on va construire ces fameux groupes métiers qui rentrent dans la logique justement de faciliter l'intégration de l'innovation au sein des écosystèmes. Et donc, pour ce qui est très rapidement, en termes de retour d'expérience, parce qu'il faut savoir quand même que le lab a réellement eu un impact concret très récemment depuis le début d'année, donc c'est que ça s'est réellement mis en marche et en branle à ce moment-là. Et donc, pour ce qui est des facilités, c'est qu'on est réellement dans une communauté qui souhaite s'investir. L'innovation est un enjeu et ça se ressent dans les interactions qu'on a. Et donc, on a un appui politique fort qui va vraiment nous soutenir dans nos actions. On a de nombreuses sollicitations, ça veut dire que réellement le lab est entendu au moins dans sa vocation et ses ambitions. On a une équipe, donc moi et Rachida, Sabine Goulin, qui est vraiment soudée et dynamique, donc il y a réellement une plus-value sur ça et on a des valeurs fortes et engagées, donc on a vraiment une posture où on accompagne l'innovation avec quand même des points de vigilance déontologiques de tout ordre. Et pour ce qui est des difficultés, c'est qu'on a malgré tout eu des difficultés concrètes sur l'aménagement du lab, donc qui a été retardé pour des raisons techniques et réglementaires. On a eu, dans un premier temps, il y a eu une difficulté sur la clarification des besoins, à savoir pour la prestation externe, comment est-ce qu'on souhaite les mobiliser, avec qui on va les mobiliser, etc., etc. Et comme je l'ai dit un peu auparavant, il y a un véritable enjeu pédagogique qui est de dire le lab est une opportunité, il s'agit de la saisir en termes de savoir-faire pratique, d'innovation, etc., etc. Et tout ça, cet enjeu pédagogique est vraiment important parce qu'il va nous permettre, nous, après, de mieux agir et de mieux être au centre des actions qui vont venir après par la suite. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous les deux et plus globalement, merci à tous nos intervenants hein, ce matin. On voit bien hein, les éléments communs qui dépassent quelque part nos volets de la fonction publique, hein, le portage politique ou de gouvernance pour monter une structure d'innovation publique. La béquille méthodologique, hein, vous en avez tous aussi bien parlé, hein, que ce soit en termes technologiques, en termes de méthodologie, plus de travail, et la formation, qui sont pour moi les trois piliers hein, qu'on pourrait retenir de vos trois interventions. Parmi nos participants qui avaient attentivement suivi les trois interventions, alors on a une question de Monsieur Plion qui demande si les étudiants ont été sollicités sur le Cyrus Deep Change Lab. Non, pas pour le moment, mais ils seront sollicités en tant qu'usagers par la suite dans le cadre des projets de transformation. Ok. Et ça me permet de rebondir, Claire, côté de la région, du coup, sur les travaux du l'absolu, vous travaillez aussi avec les bénéficiaires de services ou c'est plutôt interne entre vos services? Oui, il y a les deux cibles, typiquement sur le projet de l'export là, dont je vous parlais, des entreprises qu'on accompagne, qui sont bénéficiaires de nos dispositifs, ont été sollicitées, mais aussi des entreprises qui ne bénéficient pas de nos dispositifs et aussi des entreprises qui ont sollicité des subventions et qui ne les ont pas eues. En fait, dans les profils des usagers externes qu'on recueille, on cherche des profils extrêmes, des profils voilà, qui sont connus et subventionnés, des profils qui ne nous connaissent pas et des profils qui n'ont pas eu les subventions. Ça, c'est très important dans la démarche centrée utilisateur de design de service. Ces usagers sont à contacter dès le départ, en fait. Et ils peuvent être associés à toutes les étapes de la démarche. Merci Claire. Alors une question de Monsieur Blanchard qu'on peut voir dans le fil de discussion. Est-ce qu'il y a un risque que ces démarches de design de service soient perçues comme hors sol ou cosmétiques par des collègues et des communautés qui subissent parfois des difficultés de fonctionnement assez fortes? Et si oui, comment vous assurez-vous de créer de la valeur qui est la plus utile? Je peux commencer à répondre si vous voulez. Oui, c'était tout à fait le cas. C'était tout à fait le cas au départ parce qu'on est dans des grosses organisations où parfois on a une perte de sens par rapport à notre métier, on a des niveaux hiérarchiques très importants et donc effectivement ce qu'on propose au lab est en rupture et peut être perçu comme hors sol.
pour controverser cette appréhension-là, on a vraiment voulu que le lab soit au service de tous et à la mesure de chacun, de ce que chacun peut et souhaite mettre en œuvre. Donc, on n'a pas forcément atteint nos 100% d'agents de la région de ce point de vue-là, mais le fait d'être accessible nous a permis de répondre à des besoins, même s'ils n'étaient pas très ambitieux, mais de débloquer des petites situations grâce à des outils très simples de design, sans parler de méthodes design de services complètes sur des projets, parfois sur des petits objets. C'était juste un exemple. Nous avions plein de chefs de projet qui se plaignaient de commandes politiques, bien souvent, qui étaient redistribués par leur hiérarchique. En urgence, il fallait monter tel et tel projet. On a appris avec eux à se poser, on les accompagnait souvent pour aller voir les élus et voir leur hiérarchique, pour re-questionner le projet, pour faire en sorte de bien cerner les attentes, pour après commencer à travailler. Et cette phase de re-questionnement, c'est peut-être là où on a été le plus utile. Je ne dis pas que tous nos outils n'ont pas été utiles, mais cette phase de re-questionnement et de se dire, attendez, travailler dans l'urgence, mettre en place des projets et puis dans 2 mois recommencer parce que finalement on n'avait pas bien compris, on s'arrête, on prend un petit temps off et les agents ne se permettaient pas de le faire tout seuls vis-à-vis de leur hiérarchique ou des élus. Et donc avec nous, c'est plus facile d'être questionné par un tiers sur un projet. Donc c'est là où je pense qu'on a été pour le coup utile. Merci Claire. Yannick, Rachida, est-ce que vous souhaitez compléter sur la réponse qu'a fait Claire sur cette question-là, sur la perception des projets portés par vos structures ou directions? Alors, Abderrahmane, je pense qu'il faut que vous rallumiez le micro. C'est bon, désolée. Désolé, excusez-nous. Pour ce qui est, pour revenir peut-être aussi à la question sur savoir comment est-ce que c'est perçu hors sol, cosmétique, etc., c'est un vrai enjeu pour nous. Ça veut dire qu'on a réellement forte attention à savoir est-ce que ce qu'on est en train de faire va être réellement bien perçu par les usagers, et aussi est-ce qu'il va réellement y avoir une plus-value pour eux. Et donc, on est vraiment dans une posture où on les implique réellement en amont et ils sont avec nous aussi constructeurs du processus qui va s'engager après par la suite. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui va intégrer le lab, toutes les parties prenantes qui seront impactées, donc pas toutes exactement, mais au moins la direction concernée, le service, l'ambassadeur qui sera mobilisé, vont construire avec nous le processus qui va suivre et on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va poser les différentes étapes. Et c'est comme ça qu'on va construire éviter ce côté cosmétique et être réellement au contact de leur réalité et du concret. Pour éviter c'est vrai que pour éviter le hors-sol et le cosmétique par des collègues, j'aime assez ces termes, ça passe bien sûr par 2 leviers, qui est le levier implication et le levier, je dirais, appropriation, et même le 3e levier qui serait compréhension, quoi, voilà. Donc il faut pas zapper, je dirais, ces 3 leviers, parce que sinon c'est sûr que les personnels et les entités que vous souhaitez impliquer vont être de plus en plus éloignés. On a une dernière question, Claire, de l'Université de Rennes, qui dit que, qui pose une question. Sans le PIA, pensez-vous que vous auriez pu mettre en place ce lab? Certainement oui, mais moins ambitieux, j'imagine. Et moins de financement également aussi pour ces prestations extérieures, pour former nos ambassadeurs. Mais je pense que oui, on aurait quand même l'ambition de le mettre en place, mais avec moins de ressources, moins de financement. Alors, on a encore une petite minute. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un a-t-il une autre question à poser à l'un ou à tous nos intervenants pour bénéficier toujours de ces regards croisés? Peut-être que les intervenants ont des questions à se poser entre eux aussi. Moi, j'avais une petite question pour Claire. Au début de d'abord, merci à tous pour toutes vos présentations qui étaient extrêmement intéressantes. Claire, vous avez évoqué qu'au début, vous aviez mis en place une boîte à idées ou un système de suggestions spontanées, en fait, que tous les acteurs pouvaient remonter des idées là.
Est-ce que ça, c'est quelque chose sur quoi vous êtes revenu par la suite en disant que désormais, votre objectif, c'est de vraiment décliner les orientations de la direction, ou c'est quelque chose que vous avez gardé sous une autre forme? Voilà. En fait, cette idée de la boîte à idées, moi, je me questionne toujours, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Donc, du coup, voilà, comme vous l'avez bien expérimenté, je serais curieuse de votre retour. Oui, alors, donc la boîte à idées, normalement, ça fonctionne pas. Une boîte à idées pour une boîte à idées, ça fonctionne pas. Là, vraiment, l'objectif, c'était de faire émerger des idées, de les faire sélectionner et de les accompagner dans la mise en œuvre. Parce qu'une boîte à idées qui reste une boîte à idées sans process de traitement ou sans accompagnement de la mise en œuvre, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est une formule qui a fait ses preuves, qui a vraiment permis aux agents, et d'ailleurs ça répond un peu à la question d'avant aussi, de s'approprier nos techniques, nos outils et de porter eux-mêmes des projets d'innovation. Ça a été abandonné tout de suite après le Covid, officiellement pour dire, bah, écoutez, on se recentre sur les objectifs qui nous tiennent là, et notre urgence actuelle. Et officieusement, donc là je vous le dis en toute transparence, ça posait pas mal de difficultés aux directions qui pouvaient être impactées par ces idées-là. On a tenté après de les intégrer davantage dans le choix des idées, mais ça n'a jamais été très facile. Et aujourd'hui, ce système, du coup, est remis en place par le nouveau DGS, puisque lui, il a une volonté forte aussi de transformer en bottom-up, en faisant venir des idées des agents. Et donc, on l'a remis en place avec un nouveau process de traitement. Donc, je dirais que c'est utile si on s'assure de la mise en œuvre des idées qui sont sélectionnées et qu'il y ait un suivi de ces idées. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et peut-être pour rebondir sur la question du hors-sol, j'aurais une question plus précise sur l'adhésion des enseignants-chercheurs ou des médecins, en fait, à ce type de démarche sur l'écoute de l'usager, etc. Est-ce que vous avez identifié plutôt une adhésion ou une réticence? Voilà, Yannick parlait tout à l'heure d'utiliser les avis Google, par exemple. Donc ça, je pense que c'est peut-être un choc culturel. Donc voilà, est-ce que de ce point de vue-là, vous avez un retour d'expérience? Oui, choc culturel. Non, je sais pas. C'est un choc. Alors, à l'hôpital, c'est un choc culturel, peut-être de se dire que le patient n'est plus seulement un patient qui est là pour écouter le grand professeur avec sa blouse ou le médecin et qui peut participer. Mais je crois que la dynamique était déjà un petit peu enclenchée à l'hôpital des 15-20, notamment avec des outils tels que des web TV où on faisait beaucoup témoigner les patients sur leur retour d'expérience déjà avant même mon arrivée. Donc, ça a été plutôt bien perçu et bien accepté. Concernant les avis Google, finalement, ça a été d'autant plus accepté que il y a vraiment une accélération, un changement de culture par rapport à l'expression de l'expérience des patients et à cette expression qui peut paraître non contrôlée sur Google et donc qui peut faire peur également à des praticiens en termes de perte de contrôle de l'image en fait. Et on a eu des expériences comme ça, d'avis Google assez comment dire, violents, tranchants, peut-être pas toujours justifiés et où les praticiens, notamment les médecins, se sentaient peut-être démunis par rapport à ça. Et donc, le fait de mettre en place l'ensemble des outils et des démarches qu'on est en train de mettre en place a plutôt une vocation à rassurer les professionnels de santé et à accompagner finalement ce changement de culture et de paradigme au sein de l'hôpital. Donc, il y a plutôt une bonne adhésion des professionnels de santé autour de ce qu'on est en train de mettre en place. Eh ben, écoutez, on va prendre juste avant de conclure la dernière question de Monsieur Blanchard pour le lab de l'Université de Lorraine. Parfois, des solutions aux problèmes de vos utilisateurs existent dans d'autres établissements de l'ESR. Faites-vous ce travail de repérage benchmark pour ne pas réinventer la roue? Voilà, je laisse la réponse à nos trois intervenants.
Sachant que nous, déjà, on travaille beaucoup avec nos établissements partenaires du site Lorrain, donc l'équipe métier, donc il y a du lien avec eux sur les différents projets. Par la suite, oui, tout ce qui va être repérage, benchmark, on va éviter de refaire des choses qui ne sont faites dans d'autres établissements pour capitaliser ce qui est fait dans les différents établissements. Et puis, dans l'absolu, il y a quand même une responsabilité de notre part d'engager des veilles. Ne serait-ce que dans le processus de design, il y a une phase, comme qui a été dit, qui était celle de diagnostic. Et donc, forcément, à un moment ou à un autre, on aura un regard sur ce qui se passe ailleurs pour en retirer le meilleur. Mais aussi, il faut savoir aussi, il y a une autre réalité, c'est qu'on a nos réalités propres. Et donc, on ne va pas réinventer la roue. Mais cette roue-là sera différente dans nos terrains et nos écosystèmes propres. Donc, voilà. Elle est propre au fonctionnement et à l'organisation de l'entité, quoi. Voilà, il peut y avoir un tronc commun, mais on se garde un degré, je dirais, de personnalisation. Écoutez, je vous propose de conclure. Je voudrais encore vous remercier. Vous remercier d'avoir répondu présent. Et là, je m'adresse plutôt aux participants. Vous étiez de plus de 50 aujourd'hui. Et l'idée de corroborer et d'affilier ce rétex du réseau relié au mois de l'innovation publique et d'intégrer cet événement dans le programme du mois de l'innovation publique, c'est quelque chose d'un peu innovant côté réseau relié. Mais voilà, ça a matché. Donc, on est assez content en tant que coordinateur du réseau. Merci Monsieur Lebert, directeur opérationnel des parcours et de la qualité à l'hôpital national des 15-20. Un grand merci. Madame El Gamadi aussi, directrice des projets innovation et transition au l'absolu à la région Pays de Loire. Un grand merci pour votre intervention. Monsieur Secaille et Madame Rajou, pareil, le laboratoire Cyrus Deep Change Lab à l'Université de Lorraine, on vous remercie, voilà, au nom du réseau relié. Et je pense qu'on pourrait avoir dans 3-6 mois un deuxième temps d'échange similaire sur d'autres. Ça a ouvert, je dirais, ce temps d'échange dédié à l'innovation publique et ce que vous portez dans vos entités et ce regard aussi adossé à ce regard croisé des 3 fonctions publiques ouvre de nouveaux échanges qui pourront être faits, je dirais, dans 3 ou 6 mois et peut-être qu'on sera amené à se retrouver dans un contexte similaire. Je vous souhaite une très bonne journée en tant qu'intervenant à tous nos participants. Et voilà, on essaiera de capitaliser un maximum de choses sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Merci à vous et très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.